Bonjour à tous, notre invité ce matin est le directeur général d'HSBC en France, Jean Benardeau, bonjour. Bonjour. Alors il y a 10 ans, c'était la faillite de Lehman Brothers, la plus grosse faillite de l'histoire, avec ses conséquences en chaîne sur le système financier, puis sur l'économie. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce qu'on a bien tiré toutes les leçons de cet événement? Est-ce que le système financier est vraiment plus solide, Jean Benardeau? Alors, première remarque quand même, ça a été une crise grave, longue, mais ce n'était pas 1929. On a quand même eu cette fois-ci des réponses budgétaires et monétaires qui ont évité l'effondrement général de l'offre et de la demande. Alors, est-ce qu'on en a tiré les leçons pour le secteur financier? Oui, dans 3 directions. La première, c'est renforcer la solidité des bilans bancaires, plus de capital, plus de fonds propres, liquidité. Mais aussi, et c'est encore plus important, dédramatiser d'éventuelles futures faillites bancaires en organisant des mécanismes de résolution ordonnés. Les banques font des testaments maintenant au cas où elles auraient Exactement. un gros problème. Et donc il y a un mécanisme, en particulier en Europe, de résolution qui fait que si une banque a un problème, il n'y aura pas de contagion dans le monde entier qui bloquera l'ensemble des systèmes financiers. Ça, c'est un énorme progrès. Il y a aussi un troisième progrès qui est très important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'actifs sans risque. La faillite de la Grèce a démontré que même un État souverain pouvait faire faillite, ce qu'on savait en fait depuis longtemps. Et donc on fait attention de ne pas trop charger, il y a des limites dans les bilans des banques, y compris sur les actifs très peu risqués. Tout ça rend effectivement le système financier plus solide, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, prêter reste une activité risquée. Et donc rien ne sera jamais sans risque, mais la solidité générale s'est très nettement améliorée. Ça a été, je pense, une étape historique dans ce qu'est la stabilité du système financier mondial. Sur le plan plus macroéconomique, il y a quand même un éléphant dans la pièce, comme disaient les Anglais, c'est qu'on a encore une dette qui est à des niveaux records dans les pays occidentaux comme dans les pays émergents, chez beaucoup d'entreprises aussi. Est-ce que ce n'est pas un facteur de fragilisation de l'ensemble du système? Alors, trop de dette, c'est un problème pour tout le monde. Un particulier, une entreprise ou un État, trop de dette, c'est un problème. Peut-être au niveau des États, plus dans les pays développés que dans les pays émergents. Et les ratios de dette dans les pays émergents ou dans les pays d'Asie restent souvent inférieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que trop de dette? Trop, c'est le moment où il y a une perte de confiance dans le refinancement de cette dette. On ne sait jamais quand ça arrive toujours d'un coup, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'arrive que quand la dette croît durablement plus vite que les ressources pour la financer. Ça a été le cas de la plupart des pays européens depuis 10 ans, mais j'ai envie de dire, c'est quand même géré en ce moment. C'est géré merci à l'Europe, parce que le critère de 3% a été ce qui a permis à certains gouvernements qui peut-être auraient laissé le sujet de côté, de s'y intéresser sérieusement et de se dire le surendettement est un risque. Et on voit partout en Europe des déficits budgétaires qui diminuent quand même, en Allemagne bien sûr, mais aussi dans les autres pays. Et quand on voit les prix de marché de la dette française, le gouvernement français a réussi à convaincre les marchés qu'il était déterminé à réduire le déficit. Alors, quand on regarde la situation économique aujourd'hui, on a quand même une crise latente dans les pays émergents, notamment Argentine, Turquie. On a le Brexit qui peut créer des perturbations en Europe. On a aussi des tensions commerciales avec Donald Trump qui, effectivement, est à couteau tiré avec la Chine et avec certains de ses partenaires. Est-ce qu'il y a un point, un élément qui vous inquiète plus particulièrement aujourd'hui, qui retient toute votre attention pour surveiller la reprise économique? Alors aujourd'hui, première remarque, c'est que la croissance économique est robuste et bien répartie dans le monde entier. Elle est répartie entre les zones, États-Unis, Chine, Inde, Europe. Elle est répartie entre les secteurs. Les secteurs qui tirent sont nombreux. Technologie, énergie renouvelable, santé, agroalimentaire. Donc c'est une croissance qui est robuste. Après, il y a une menace, c'est la guerre commerciale. Mais la guerre commerciale, ça n'a pas d'effet à court terme. Ça a des effets à 3-5 ans. À court terme, ce qui fait la croissance aujourd'hui, c'est dans les grandes zones monétaires et commerciales dont j'ai parlé, une croissance qui est très diversifiée et très solide. Donc soit, d'ici 1 an ou 2, il y a des accords sur le Brexit entre la Chine et les États-Unis, et en fait, on n'en parlera plus, soit, effectivement, ça continue à dégénérer, et peut-être dans 3-5 ans, là, on aura une croissance potentielle plus faible. Sur le plan français maintenant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a révisé sa prévision de croissance à 1,7% cette année. Il y a eu un trou d'air. Est-ce qu'on est reparti sur des bons rails? Est-ce que le niveau de croissance est bon et suffisant selon vous? Alors je crois qu'il faut comprendre pourquoi la croissance s'est ralentie au premier semestre. C'est beaucoup la hausse du pétrole. La hausse du pétrole, pour la France, c'est 10 milliards de ponctions sur la richesse nationale. 10 milliards, c'est un demi-point de PIB. Ça ralentit la croissance, c'est normal, on n'y peut rien. Mais derrière, l'investissement des entreprises est resté dynamique et n'a pas vraiment bougé. On s'en rend compte chez HSBC. Nos crédits d'investissement aux entreprises, depuis 2 ans, croissent au rythme de plus de 10% par an, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Tout secteur confondu et toute taille confondue, ça touche aussi les plus petites entreprises? Ça touche toutes les tailles, il n'y a aucun doute. Les grandes entreprises investissent bien sûr, mais on a aussi beaucoup d'entreprises, des ETI,
qui sont en fait quasiment des multinationales. On les appelle les mini-multinationales parce qu'elles ont des bons produits et il faut maintenant qu'elles investissent pour les exporter dans le monde entier. Ça fait partie de notre rôle d'ailleurs que de les aider à le faire. L'inflation qui repart aussi, elle est légèrement au-dessus de 2%, alors c'est beaucoup lié au pétrole, mais est-ce qu'il faut craindre un retour de l'inflation après des années où elle était extrêmement basse et on craignait même le phénomène inverse de déflation? Alors, il y a deux choses dans cette inflation de 2,3% d'après les derniers chiffres sur 12 mois. Il y a d'abord un peu d'inflation monétaire voulue par les autorités monétaires, signe de reprise économique générale et qui diffuse progressivement dans le tissu économique. Et puis il y a la hausse de certaines matières premières, dont le pétrole, qui n'est pas de même nature parce que celle-là, elle ponctionne la richesse nationale. Et c'est pour ça que dans une situation macroéconomique qui reste compliquée pour la France, puisque la France reste un pays sous-compétitif, ça se voit par ses déficits extérieurs et budgétaires, il faut utiliser les fruits de la croissance mondiale à la fois pour ajuster l'économie et redevenir compétitif et distribuer du pouvoir d'achat pour nourrir la croissance. Et ce partage entre les deux, il est compliqué. La désindexation est probablement le moyen le moins douloureux pour le faire. Un dernier mot sur le Brexit. Est-ce qu'il y a un risque d'abord de ne pas avoir d'accord en octobre alors que les Européens et les Britanniques doivent se retrouver? Et deuxième question, quelles sont les conséquences pour HSBC, qui est évidemment un géant britannique et qui a une filiale très importante en France sur la place de Paris? Il y a forcément un risque qui n'est pas d'accord. L'intérêt général, c'est qu'il y ait un accord et un bon accord, parce que dès qu'on déstabilise des flux économiques, on appauvrit tout le monde, au Royaume-Uni comme en Europe. Alors du côté HSBC, on se prépare à tous les scénarios. De trois manières, en fait. D'abord, on investit en France pour être sûr de pouvoir offrir à tous les clients européens tous les produits. Certains, d'habitude, sont offerts depuis Londres. La centralisation de trésorerie, la correspondance bancaire. Donc, c'est de l'investissement, largement informatique et en personne pour gérer ces nouveaux produits. On a aussi annoncé le transfert à Paris d'une dizaine de filiales et de succursales d'HSBC en Europe. Et puis, on dialogue avec nos clients pour qu'ils soient prêts en toutes circonstances en mars 2019 et qu'ils puissent choisir la manière dont ils mettent en œuvre leurs flux financiers après le Brexit, avec ou sans accord. Merci beaucoup, Jean Benardeau. Merci.